Soyez les bienvenus dans la leçon d'induction mathématique dans sa partie 3. Ce qu'on va aborder dans cette leçon, on va parler d'induction forte et pourquoi on utilise l'induction forte. On va voir un petit peu des limitations du premier principe d'induction mathématique. Sur le deuxième point, on va donner quelques exemples d'utilisation où on aura besoin d'utiliser l'induction forte à la place de l'induction simple qui ne répond pas à nos besoins. Et le troisième point, ça serait d'utiliser les preuves par induction forte sur quelques exemples qu'on va traiter. Donc, pour ça, je vais donner pourquoi on introduit l'induction forte. Elle est venue pour répondre à quel besoin, puisqu'il y a des limitations, comme je viens de le dire, à l'utilisation de l'induction simple. On va utiliser ceci pour, par exemple, sur ce slide, parfois on a besoin d'utiliser la forme forte de l'induction mathématique. Pourquoi? Par exemple, si je prends ma suite de Fibonacci, qui est définie, je rappelle, par les premiers termes f0 égale à 0, f de 1 égale à 1, et f de n, qui est fn-1 plus fn-2. Et on va voir, en utilisant cette suite fn de Fibonacci, on va comparer cette suite par la suite en fait qui est définie par pour chaque n 2 à la puissance n, et on va voir que pour tout n, fn est un plus petit que 2 à la puissance n. Comment on va faire? On va détailler fn pour chaque n allant de 0 à ce terme au rang où on aura la valeur 13. C'est-à-dire que n égale à 0 par définition, f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1 par définition. À partir de n égale à 2, je sais que f de 2, c'est f de 1 plus f de 0. Donc 0 plus 1, c'est 1. f de 3 n'est rien d'autre que f de 1 plus f 2. Donc je fais la sommation entre 1 plus 1, j'aurai 2. f de 4, ça c'est f3 plus f2. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça donne 5. 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 5, ça fait 13. Et pour 2 à la puissance n, pour n égale à 0, 2 à la puissance 0, c'est 1. Et 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 1, ça fait 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc j'aurai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ce qu'on va essayer de démontrer à travers ce lemme, que pour tout entier naturel n, on remarque que fn est plus petit toujours à 2 à la puissance n. Donc pour démontrer ça, on va voir que l'utilisation de l'induction simple ne répond pas à nos besoins. Pourquoi? Parce que il suffit de vérifier un petit peu quelle est l'étape de base, est-ce qu'elle est respectée, et l'étape d'induction, est-ce qu'on peut conclure à travers l'utilisation de l'induction simple. Pour n égale à 0, f de 0 est par définition égal à 0, et f de la puissance 0 est égal à 1, donc 0 est plus petite que 1, donc on a bien l'étape d'induction, en fait l'hypothèse d'induction, il est bien vérifié, puisque f de 0 égale à 0 est plus petite que 1, qui est égal à 2 à la puissance 0. Maintenant, l'étape d'induction, je fais l'hypothèse, c'est comme si je viens d'appliquer l'induction simple, je fais l'hypothèse que le terme fn-1 est plus petit que 2 à la puissance n-1. C'est la seule information que j'ai. Donc, je vais utiliser la définition de fn comme étant la somme de fn-1 et fn-2. J'aurai fn égale à fn-1 plus fn-2. J'applique le fait que j'ai supposé que f de n-1 est plus petite que 2 à la puissance n-1, plus fn-2. On remarque qu'on ne peut pas conclure, on ne peut pas aller plus loin avec l'induction simple, parce que j'ai des informations qui ne sont pas disponibles sur fn-2. De l'utilité d'introduire, en fait, l'induction forte. Il est clair que le premier principe d'induction ne permet pas de conclure, comme je viens de le dire. De l'utilité d'introduire un second principe d'induction, dite d'induction forte. C'est sur ce principe que je vais travailler et de montrer un petit peu quelles sont les principales parties de cette induction forte, les étapes qu'il faut suivre pour démontrer en fait l'induction forte. Donc il se résume à une étape de base, P0. P0, il faut qu'il soit vrai, et une induction forte qui est de supposer cette fois-ci d'utiliser toutes les propositions d'avant pour montrer que Pn plus 1 est vrai.
ou une partie. Donc, je viens de dire que, quel que soit n, qu'est-ce que je dois démontrer? Je suppose que P0 et P1 et jusqu'au Pn sont vrais, et je vais démontrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, si j'ai cette étape, alors je peux dire que quel que soit n, Pn est vrai. Donc, quelle est la différence entre l'étape d'indexion, en fait, entre l'indexion simple et l'indexion forte? L'indexion simple s'appuie sur le fait que P0 est vrai, et à l'étape n, si j'ai envie de montrer que Pn est vrai, il suffit que je suppose Pn moins 1 est vrai. Alors que là, on suppose toutes les propositions de 0 à n sont vraies, et je dois démontrer que Pn plus 1 est vrai. Parfois, on n'aura pas besoin d'utiliser toutes ces propositions, il suffit d'utiliser quelques propositions qui sont vraies pour montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc ça, c'est la forme générale de l'indexion mathématique forte en utilisant toujours l'étape de base et l'étape d'indexion qui est écrite ici. Donc maintenant, on peut terminer la démonstration du premier lemme 1. On ne peut pas appliquer l'étape d'indexion pour F1 puisque F-1 n'est pas défini. Donc, je ne peux pas utiliser l'indexion mathématique pour montrer si j'ai F0 est vrai, est-ce que F1 est vrai. Pourquoi? Parce que F1, je ne peux pas l'écrire sous forme de F de 0 plus F-1, puisque F-1 n'a pas de sens, n'est pas défini. Comme ça, je vais vérifier est-ce que j'ai la proposition P0, est-ce que la proposition P1 est vraie. N égale à 0, donc F0 est par définition égal à 0, qui est inférieur à 2 à la puissance 0, qui vaut 1. 0 est plus petit que 1, donc j'ai bien la proposition P0 qui est vraie. Maintenant, je dois vérifier est-ce que P1 est aussi vrai. P1 n'est rien d'autre que F1 par définition égale à 1, qui est plus petite que 2 à la puissance 1, puisqu'il coïncide avec 2. 1 est toujours plus petit que 2, donc on a 0, P0 et P1 qui sont vérifiés. Donc, je n'ai pas utilisé la propriété de récurrence, puisque F-1, on a bien dit qu'il n'est pas défini, donc il n'a pas de sens, donc c'est pour cela qu'on donne une valeur de F1 aussi. L'étape d'indiction pour n supérieur ou égal à 1, supérieur strictement 1, se résume à appliquer la définition de la suite de Fibonacci, Fn égale à Fn moins 1 plus Fn moins 2, qui est plus petit que Fn, donc Fn moins 1, il est plus petit que 2 à la puissance n moins 1, et Fn moins 2, il est plus petit que 2 à la puissance n moins 2. Hypothèse d'indiction me dit que Pn moins 1 et Pn moins 2 sont vrais. On voit très bien que sur l'exemple de montrer Fn est plus petit que 2 à la puissance n, j'ai utilisé uniquement les deux informations sur la proposition n-1 et n-2 et je n'ai pas utilisé le reste. Donc ça, c'est une autre forme d'utilisation de l'indiction forte. Quelques propositions suffira pour montrer que Pn est vrai, c'est-à-dire que Fn est plus petit que 2 à la puissance n. Donc pour terminer un petit peu cette proposition et de montrer que Fn est plus petit que 2 à la puissance n, qu'est-ce qu'on a? Le terme de droite, c'est 2 à la puissance n-1 plus 2 à la puissance n-2, qui s'écrit comme étant 2 fois n fois 2 à la puissance n-2, plus 2 fois à la puissance n-2. Donc je vais factoriser 2n-2, j'aurai 2 plus 1 que multiplier 2 à la puissance n-2, qui est plus petit que 2 au carré plus fois 2 à la puissance n-2. Pourquoi? Parce que 2 est plus petit que ou égal à 2, 1 est plus petit ou égal à 2, donc je peux majorer 2 plus 1 par 2 au carré, que multiplier 2 à la puissance n-2, donc j'aurai 2 à la puissance n. Et par conséquent, Fn est plus petit que 2 à la puissance n. Donc qu'est-ce que je peux ajouter à titre indicatif sur l'utilisation de l'indiction forte? C'est que j'ai utilisé les deux propositions Pn-1 et Pn-2 qui sont vraies pour montrer que Pn est vrai. C'est-à-dire pour montrer finalement que ma proposition Pn qui est écrite comme étant Fn, le nème terme de ma suite de Fibonacci, est toujours plus petit que 2 à la puissance n. OK? Donc le principe d'indexion peut être utilisé pour démontrer qu'un programme utilisant des boucles itératives est correct. Donc pourquoi? Donc ça c'est une autre illustration d'utilisation de principe d'indexion forte
sur un programme qu'on veut, c'est un programme qui utilise des boucles itératives. On veut démontrer que c'est un programme qui est correct en utilisant le principe d'induction. Comment faire? D'abord, je vais donner l'exemple qui s'appuie sur un programme qui utilise les boucles itératives et je vais utiliser le principe d'induction mathématique pour démontrer que mon programme donne des valeurs correctes. Donc, démontrer que le programme suivant calcule correctement les termes de la suite de Fibonacci. Donc, je vais donner un programme et on va démontrer qu'il s'agit bien d'un programme qui calcule correctement les termes de ma suite de Fibonacci. Ce programme, j'ai besoin de l'analyser. Elle renvoie un entier. Elle prend en argument un entier positif n. Donc, n, c'est l'index de ma suite, c'est-à-dire pour chaque terme n, j'ai ma suite fn. Je lui donne n, il faut qu'il me renvoie comme valeur de retour fn. Fn qui s'écrit comme mettant fn-1 plus fn-2. Le nom de ma fonction est noté g. Donc, à l'intérieur de mon programme, il y a une partie, la première instruction de mon programme qui consiste à faire quoi? Je fais le test, est-ce que n vaut la valeur 0? Si oui, rappelez-vous que f de 0 égale à 0. Donc, je renvoie la valeur 0. Courant et les courants suivants, ce sont des variables auxiliaires qui sont utilisées à l'intérieur de mon programme et qui sont initialisées par la valeur 0 et par la valeur 1. Donc là, vous voyez très bien qu'on utilise une boucle. Pour i allant de 2 à n, je fais quelques instructions que je vais lire plus tard. Et à la fin de ma boucle, je renvoie la valeur de contenu du suivant. Donc le suivant, la variable suivante, c'est le suivant, c'est son ancienne valeur plus courant. Alors que le courant, c'est la valeur de suivant qui a été modifiée, moins l'ancienne valeur. Donc je résume. Si n égale à 0, je renvoie directement la valeur que je sais à l'avance égale à 0. Je dois faire une partie d'initialisation de mes variables auxiliaires qui sont courant et suivant. Courant égale à 0, suivant égale à 1. On va vérifier est-ce que ce programme est correct, c'est-à-dire pour n égale à 0, est-ce que la valeur de retour, ça serait 0. N égale à 0, donc je fais la comparaison entre n et la valeur 0, je trouve que n égale à 0, je renvoie la valeur 0. Donc, pour n égale à 0, on a bien la valeur de retour de mon programme est 0. Si n égale à 1, alors cette fois-ci, le n est différent de 0, donc je ne renvoie pas la valeur 0, mais qu'est-ce que je fais? Je fais une initialisation de mes variables auxiliaires courant égale à 0 et suivant égale à 1, et je ne fais pas de boucle, ma valeur du suivant égale à 1, je renvoie la valeur 1. Donc, ça veut dire que pour n égale à 1, la valeur de retour de mon programme, c'est 1. Et rappelez-vous que f de 1 est égal à 1, donc il est correct. Donc, il donne de valeur correcte pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Vérifions également pour i égale à 2. Pour i égale à 2, si n égale à 2, donc n est différent de 0, je ne renvoie pas 0. Je fais toujours mes paramètres courant égale à 0 et suivant égale à 1. Je rentre dans la boucle puisque n égale à 2, donc je fais une seule itération dans ma boucle. Pour i égale à 2 à 2, j'aurai la valeur du suivant qui sera modifiée avant, il valent la valeur 1, plus le courant qui est égal à 0, donc le suivant égale à 1. Et courant est égal à suivant, donc c'est l'ancienne valeur qui a été modifiée 1, moins la valeur 0, donc j'aurai 1. Donc je renvoie la valeur du suivant. Ok, donc j'aurai f de 2 est égal à également 1. Et c'est bien, elle respecte en fait la définition de ma suite de Fibonacci. Donc, pour contrôler un petit peu ce programme, j'ai besoin d'introduire des notations. Notons que suivi i n'est rien d'autre la valeur du suivant à la fin du boucle indexé par i. Donc, pour simplifier, on va étendre la définition à i égale à 0 et i égale à 1. Et posons que suivant 0 suive de 0 égale à 0 et suive de 1 égale à 1. Donc, je rappelle que suive i n'est rien d'autre que la valeur du suivant à la fin de ma boucle sur mon programme. Et je vais essayer de voir est-ce que suive i donnera les termes de suite de Fibonacci. Donc, la structure de mon programme montre que
Gn, la valeur de retour, n'est rien d'autre que suive n. Suive n, c'est bien le énième terme de ma suite de Fibonacci que j'essaie de contrôler. Ensuite, je déclare la proposition PI n'est rien d'autre que suive I est égal à f de I. Si suive I est égal à f de I, ma proposition PI, c'est celle qui est définie comme étant la valeur suive I n'est rien d'autre que le terme de la suite de Fibonacci FI, à la ième place. Autrement dit, suive I est le ième nombre de Fibonacci, prouve que PI est vrai. Donc on va prouver que la proposition définie par PI égale suive de I est égal à FI, eh bien, est une proposition qui est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, comme je l'ai dit au départ, c'est d'utiliser l'indexion forte pour démontrer que mon programme calcule correctement les termes de ma suite de Fibonacci. Je suis obligé de vérifier les hypothèses de base. Les cas de base, il s'agit pour vérifier que I égale à 0 par définition P0 et P1 sont vrais. Je viens de dire que pour I égale à 0, P0, c'est-à-dire suive de 0, est égal à F de 0. Et l'étape d'indiction pour N, c'est strictement 1, s'appuie sur le fait qu'on suppose que suive de G n'est rien d'autre que F de G pour tout G inférieur à I. Et je dois montrer que suive pour G égale à I, pour le point I, à la ième place, je dois montrer que suive I n'est rien d'autre que F de I. Donc, P0 et P1, je l'ai vérifié en prenant dans mon programme n égale à 0, n égale à 1. J'ai trouvé que valeur de retour pour n égale à 0 n'est rien d'autre que 0. Donc, il s'agit bien de P0 qui est vrai. Et pour P1, en prenant n égale à 1, on ne fait pas de boucle et on initialise courant à 0 et suivant à 1. Et je renvoie la valeur de suivant qui est 1. Donc, on a bien suive 1 égale f de 1 qui est égal à 1. Maintenant, les lignes de programme qui sont à l'intérieur de ma boucle, suivant égale à son ancienne valeur plus la valeur du courant, et courant n'est rien d'autre que la valeur qui a été modifiée, donc la nouvelle valeur du suivant, moins l'ancienne valeur du variable auxiliaire courant. Dans l'itération indexée par G, entraîne deux choses. Donc, suive de G moins 1 plus cours de G moins 1, et cours de G, c'est suive de G moins cours de G moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'utilise la valeur de suive G moins 1 et de cours G moins 1 pour calculer suive à la G en place. Et cours de G sera modifié comme étant, en prenant la valeur de suive de G moins l'ancienne valeur, en fait, de la variable cours à l'étape G moins 1. Donc, qui est égal à suive de G moins 1. Donc, je remplace l'égalité 1. Donc, je fais remplacer suive G par sa valeur. Donc, j'aurai suive G moins 1 plus cours de G moins 1 plus, en fait, je retranche moins cours G moins 1. Donc, on voit très bien que suive G moins 1 plus cours G moins 1 moins cours G moins 1 s'en va. Elle reste cours de G n'est rien d'autre que suive G moins 1. OK? Donc, en injectant 2 dans 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que suive G égale à suive G moins 1 plus suive de G moins 2. Et suive G moins 1 n'est rien d'autre que la proposition PG moins 1, donc c'est-à-dire il coïncide avec F de G moins 1. Et ce terme, il coïncide avec F de G moins 2, rappelons-le, parce que P de G moins 2 n'est rien d'autre que suive G moins 2 égale à F2. OK? Et nous obtenons alors que suive de G égale à suive de G moins 1 plus suive de G moins 2. Or, par hypothèse, qu'est-ce que je viens de dire? PG moins 1 et PG moins 2 sont supposés vrais. C'est-à-dire que PG moins 1 vrai, ça veut dire que suive G moins 1 n'est rien d'autre que F indexé par G moins 1. Et PG moins 2, comme il est supposé vrai, c'est, par la définition de la proposition, me dit que suive G moins 2 n'est rien d'autre que F G moins 2. Donc, ils sont tous les deux vrais. Donc, je peux dire que suive G moins 1 n'est rien d'autre que F G moins 1 et suive G moins 2 n'est rien d'autre que F G moins 2. Et je peux conclure que, par conséquent, en injectant dans 3, l'injection dans 3 entraîne que suive I n'est rien d'autre que Fi moins 1 plus Fi moins 2. Donc, il s'agit bien de la sommation du terme de suite de Fibonacci
à l'étape n-1 et celui de l'étape n-2, par définition, c'est le terme de suite de Fibonacci à la i place. Donc, on a bien suive i égale à fi. Et suive i n'est rien d'autre que g de i. Donc, mon programme qui complète la preuve par induction, donc mon programme, il calcule correctement les termes de la suite de Fibonacci. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un autre exemple sur lequel je peux illustrer l'utilisation de l'induction mathématique forte sur un autre exemple qui est défini par la donnée d'une suite dont les termes, les premiers termes P0 égale 1 et P1 égale 1. Bn, c'est 2 fois le terme à l'étape n-1, donc 2bn-1 plus bn-2. Pour tout n, c'est P strictement à 1. Donc, si je fais mes calculs, P0, c'est 1, P1 égale à 1, je remplace P2. P2, c'est 2 fois P1 moins 1, donc 2 fois P1 plus P0. Donc, j'aurai 2 fois P1, qui est 1, donc 2 fois 1, plus 1, donc j'aurai 3, la valeur de P2. Donc, j'aurai en termes de, les termes de la suite Bn ont comme valeur 1, 1, 3, 7, 17, etc. Ce qu'on va prouver à travers cet exemple, que Bn et tous les termes de ma suite Bn est impair. On voit très bien que les premiers termes qu'on vient de calculer sont des nombres impairs. Et il faut que j'arrive à montrer, en utilisant l'induction forte, que Bn est impair. Donc, je reviens un petit peu pour rappeler un petit peu quelles sont les étapes à vérifier. Il faut vérifier que B0 et B1 sont impairs et que si je fais l'hypothèse à l'étape n que P0, P1 jusqu'au Pn, ce sont des propositions vraies que je vais utiliser, montrant que la proposition Pn plus 1 est aussi une proposition qui est vraie. Donc, pour faire ça, on va, comme d'habitude, montrer que les cas de base sont bien vérifiés. Donc, une pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Puisque la formule générale n'est applicable que pour n, c'est plus strictement 1, alors, par définition, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas utiliser la règle de récurrence, mais je vais utiliser le fait que B0 et B1, tous coïncident et vaut 1. Donc, on a bien, par définition, 1 est impair. Donc, on a bien les premiers P0 et P1, ce sont des nombres impairs. Donc, la proposition P0 et P1 sont bien vérifiées puisqu'elles coïncident par définition avec la valeur 1 qui est impair. Donc, P0 et P1 sont des nombres impairs. Qu'est-ce qu'il me reste? Je viens de démontrer que la proposition P0 et P1 sont bien des propositions vraies puisqu'il s'agit de P0 égale à P1 égale à 1 qui est impair. Maintenant, l'étape d'induction. Donc, supposons, cette fois-ci, pour utiliser l'étape d'induction pour le principe d'induction forte, je vais considérer que pour K c'est plus strictement à 1, je suppose que mes Bn, ce sont des nombres impairs. Et pour tout n, ceci est vrai pour tout n entre 0 et K. Et on doit démontrer que B à l'étape K plus 1 est impair. OK? Donc, je vais démontrer que mes résultats sont vrais à l'étape de pour K c'est plus strictement 1, je prends mes BK plus 1 est impair. Je vais démontrer qu'à l'étape K, tous mes Bn entre 0 et K, ce sont des nombres impairs et je dois me montrer que Bk plus 1 est aussi un nombre impair. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser cette fois-ci la formule ou la règle de récurrence qui est donnée dans la définition de ma suite Bn. On a Bk plus 1, par définition, c'est 2 fois Bk plus Bk moins 1. Clairement, le premier terme, puisqu'il est multiplié par 2, il est pair. Et par hypothèse d'induction, le second terme est impair. Hein? D'après la règle de récurrence, Bk plus 1 égale à 2 fois Bk plus Bk moins 1. 2 fois Bk, quel que soit le comportement de Bk, puisqu'il est multiplié par 2, est un nombre pair. Mais Bk moins 1, par hypothèse d'induction mathématique, je sais que pour ceux qui sont avant K plus 1, tous mes Bk, ce sont des nombres impairs. Donc, Bk moins 1 est impair. OK? Donc, je me retrouve avec la somme d'un entier pair et d'un entier impair.
est toujours impair. Ça, c'est un résultat de la théorie des nombres. Donc, si je prends un nombre pair et un nombre impair, leur somme est toujours impaire. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que mon terme de ma suite à l'étape à la k plus 1e place est impair puisqu'il s'agit de la somme de deux nombres entiers, l'un pair et l'autre est impair. Et l'autre qui est impair, pourquoi? Parce que c'est par hypothèse de l'indexion forte. Dans cet exemple, on n'a pas eu besoin de tous les Pn pour n entre 0 et k, donc on a utilisé uniquement Pk et Pk-1, mais seulement Pk et Pk-1, alors que dans la formule simple d'indexion, on a besoin seulement de supposer que Pk est vrai. Hein? C'est la différence entre l'indexion mathématique simple et l'indexion mathématique forte, puisque là, on a besoin d'utiliser à la fois Pk-1 et Pk pour montrer que Pk plus 1 est une proposition vraie, alors que dans l'indexion simple, on utilise uniquement, on vérifie d'abord toujours l'étape de base que P0 est vrai, et on utilise le fait que Pk est vrai, et on démontre que Pk plus 1 est vrai, alors que dans cet exemple, on ne peut pas utiliser l'indexion simple tout seul. Donc, c'est pour cela qu'on a introduit une indiction forte qui est donnée par la définition, ce qu'on a présenté tout à l'heure. Un autre exemple est d'essayer de montrer que tout nombre entier positif supérieur ou égal à 2 est divisible par un ou plusieurs nombres premiers. Donc, on se donne un nombre entier positif supérieur ou égal à 2, n supérieur ou égal à 2, et qu'est-ce qu'on essaye de faire? De montrer que n est divisible par un nombre premier ou plusieurs nombres premiers. C'est ça l'exemple qu'on va traiter et qu'on va essayer de démontrer. Rappelons que n est premier s'il n'a pas d'autre diviseur que n et 1. Donc, ça veut dire que les seuls diviseurs de n, c'est n et lui-même. C'est 1 et lui-même. Donc, ça, c'est la définition d'un nombre premier que je vais utiliser. Donc, il suffit de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, n est divisible par un nombre premier. C'est ça la proposition qu'on cherche à démontrer. Que pour chaque n supérieur ou égal à 2, Pn, c'est-à-dire n, est divisible par un nombre premier qu'on cherche à démontrer. OK? Donc, preuve par induction forte, je vais montrer que pour n supérieur ou égal à 2, n est divisible par un nombre premier. Cas de base, il faut chercher est-ce que la propriété est vraie pour n égale à 2. P2, ça veut dire que n égale à 2. Pour n égale à 2, 2 divise 2, et 2 est un nombre premier, puisque les seuls diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Donc 1 est lui-même, donc 2 est un nombre premier, et 2 divise 2, donc le résultat P2 est vrai. C'est-à-dire que n égale à 2, n divisible par 2. Donc, tout simplement, on vient de vérifier que la propriété de base est vérifiée, et on va essayer de s'appuyer sur l'étape inductive pour montrer que Pn, pour tout n supérieur ou égal à 2, n est divisible par 2, par un nombre premier. Admettons que propriété est vraie pour tout i qui sont compris entre 2 et k. Pi, c'est une propriété qui dit que i est divisible par un nombre premier. Et l'hypothèse inductive, on va essayer de montrer qu'elle reste vraie pour k. En fait, puisqu'on a supposé ça à l'ordre k, il faut qu'on essaye de montrer que pk reste vrai. C'est-à-dire que k, puisqu'I, il parcourt 2, mais inférieur strictement à K. Donc, on suppose de 2 jusqu'à K-1, ma proposition PI est vraie. C'est-à-dire que I est divisible par un nombre premier. Donc, et on essaye de montrer que PK est aussi vrai, c'est-à-dire que K est aussi divisible par un nombre premier. OK? Par hypothèse, pour tout I appartenant à Z, avec I entre 2 et K, strictement, PI, I est divisible par un nombre premier. C'est-à-dire, ma proposition PI se traduit par I est divisible par un nombre premier, que j'ai noté par 1. Ensuite, nous devons démontrer que PK, la proposition PK qui est K, est aussi divisible par un nombre premier, et je notais ça par 2. Donc, il faut qu'on essaye d'exploiter le fait que pour chaque I allant de 2 à inférieur à K-1, PI est vrai, de montrer que PK est vrai.
Alors, on a deux cas possibles. Soit que K est premier, donc il est divisible par lui-même. Donc, on n'a pas de problème avec le fait que K est divisible par un nombre premier ou pas. Donc, si K est premier, alors il est divisible par lui-même. Alors, K est divisible par un nombre premier. Donc, ma proposition PK est vraie. Donc, je n'ai rien démontré si K est premier. Par contre, le K, puisque K elle est quelconque, elle peut être premier, mais elle peut être aussi composite. Composite se traduit par quoi? Parce que dire que K est un entier qui est composite revient à dire qu'il existe deux entiers tels que K égale à A fois B. OK? Donc, si K est composite, alors K égale à A fois B. Où A, elle est entre 2 et inférieur strictement à K, et B, elle est entre 2 et inférieur strictement à K. Parce que on a K, en fait, les A et B, comme s'il s'agit du produit de A et B, et mon K, c'est la valeur extrême, je ne peux pas trouver à la fois A égale à B égale à K, puisque j'aurai K égale à K carré, c'est impossible. Donc, il faut que K, A soit inférieur strictement à K et B inférieur strictement à K. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je vais utiliser le fait que A et B, ce sont des entiers qui sont positifs, et je peux dire, comme j'ai supposé que mes propositions sont vraies, et comme A est entre 2 inférieur strictement à K, je peux appliquer l'hypothèse d'induction mathématique pour A et B. Et comme ça, j'aurai K, je peux conclure à travers le fait que A est plus petite que strictement que K et B strictement inférieur à K, je peux utiliser l'hypothèse d'induction pour terminer ma démonstration. B, on voit très bien que B divise A pour un nombre premier P. Pourquoi? Parce que A est plus petite que K, donc il existe un nombre premier qui divise A. Donc ça, c'est l'hypothèse d'induction mathématique. Or, aussi, P divise A et A divise K, donc j'aurai bien, par transitivité, P divise K. Ce qui implique que P divise K par transitivité, par conséquent, Pn est vrai par induction forte. Donc je reviens un petit peu à ça. A est plus petite que K. L'hypothèse d'induction mathématique me dit que pour chaque I allant de 2 inférieur strictement à K, mes PI, ce sont des propositions vraies. C'est-à-dire que I est divisible par un nombre premier. Donc il va exister un nombre premier. Il va exister un nombre premier P qui divise A. P divise A. Et comme P divise A et A divise Q, pourquoi? Parce que A fois B égale à K. Donc A divise l'entier K. Et par transitivité, je peux dire que P divise K. Donc je viens de trouver un nombre premier qui divise K. Donc ce qui termine la démonstration que Pn est vrai. Un exemple d'induction forte que je vais donner sur cet exemple, je vais considérer la suite d'entiers naturels donnée par A0 égale à 4, A1 égale à 5, et AN n'est rien d'autre que 3 fois AN moins 1, moins 2 fois AN moins 2. Et je vais démontrer par l'induction forte que cette suite, en fait, je peux démontrer que la proposition, ce que je vais vérifier, que pour chaque n, la proposition Pn n'est rien d'autre que AN est égal à 2 à la puissance n plus 3. Donc je dois démontrer que pour chaque n, Pn, ma suite AN n'est rien d'autre que 2 à la puissance n plus 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là encore, on doit vérifier est-ce que les propriétés de base sont vérifiées ou pas. Donc P0. P0, c'est le premier terme de ma suite A0. A0 est égal à 2 à la puissance 0 plus 3, est égal à 1 plus 3, est égal à 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le fait que 2 à la puissance 0, c'est 1 plus 3 égale à 1 plus 3. Or, par hypothèse, A0 égale à 4. Donc, on a bien l'égalité entre A0 et 2 à la puissance 0 plus 3. Donc, ma proposition P0 est vraie. Ensuite, P1. P1, je vais, par définition, il est donné égal à 5. Mais je dois la vérifier, est-ce qu'il vaut 2 à la puissance 1 plus 3. 2 à la puissance 1, c'est 2, plus 3. Donc 2 plus 3, c'est 5, 5 égale à 5. Donc on a bien P1 est égal, P1 est vérifié puisque A1 égale à 5. Donc on a P0 et P1 qui ce sont des propriétés vraies. Il reste maintenant à démontrer l'étape d'induction qui va s'appuyer sur le fait que
je suppose que mes PK sont vrais entre K pour un K allant de 0 à N, et je dois démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai en particulier pour... Donc, puisque je fais l'hypothèse que pour K allant de 0 à N, mes PK sont vrais, donc je peux dire que pour K égale à N moins 1 et K égale à N, je peux utiliser la proposition Pn moins 1 et Pn qui est vrai, et je dois démontrer Pn plus 1. Dire que K égale à N moins 1, et Pk est vrai pour K égale à N moins 1, se traduit par An moins 1 est égal à 2 à la puissance N moins 1 plus 3. De même, pour K égale à N, je fais l'hypothèse que Pk est vrai, c'est-à-dire que Pn est vrai. Pn est vrai se traduit par le fait que mon terme de ma suite An n'est rien d'autre que 2 à la puissance N plus 3. Donc, je vais utiliser les deux propositions Pn et Pn-1 pour démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc, je reviens à la définition de ma suite An, à la n plus 1 et 1 place, An plus 1 est égal à 3 fois An moins 2 fois An moins 1. Je remplace An par sa valeur puisqu'on vient de supposer que la proposition Pn et Pn-1 c'est vrai. Pn est vrai se traduit par le fait que An c'est 2 à la puissance n plus 3. Et An-1 est vrai, Pn-1 est vrai se traduit par le fait que An-1 est supposé égal à 2 à la puissance n-1 plus 3. Donc j'aurai 3 fois 2 à la puissance n, plus 3 fois 3 ça fait 9, moins 2 fois 2 à la puissance n-1 ça fait moins 2 fois 2 à la puissance n-1, moins 2 fois 3 ça fait moins 6. Donc j'aurai 3 fois 2 à la puissance n, moins 2 fois à la puissance n. Donc, puisque 2 fois 2 à la puissance n-1, c'est moins 2 à la puissance n. OK? Et 9 moins 6, ça fait la valeur 3. Donc, j'aurai 3 fois 2 à la puissance n, moins 2 fois 2 à la puissance n, plus 3. Donc, je peux soustraire 2n de ce 3 fois 2n. J'aurai 2 fois 2n plus 3. Et finalement, 2 fois 2n, 2 à la puissance n, ça c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc, on a An plus 1 n'est rien d'autre que 2 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Il est clair qu'on vient de démontrer que An plus 1 n'est rien d'autre que 2 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc, on arrive à utiliser que la proposition Pn plus 1, c'est une proposition qui est vraie à l'étape n plus 1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est vous donner un exercice pour essayer de travailler un petit peu l'induction forte, qui se traduit par l'exemple suivant. Il s'agit de choisir, en fait, de définir la suite An comme étant A0 égale à 3, A1 égale à 7, et An, c'est 5 fois An moins 1, moins 6 fois An moins 2, ceci pour tout n supérieur ou égal à 2. Et qu'est-ce qu'on vous demande de démontrer? On vous demande de démontrer par induction que pour tout n, ma suite An n'est rien d'autre que 2 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n. Donc, ce qui est demandé, c'est tout simplement, pour tout n donné, essayer de montrer que les termes de la suite An n'est rien d'autre que 2 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n. Et ceci pour tout n entier naturel donné. Donc, si vous avez à avoir des compléments de cours, vous pouvez consulter le site web de Newton et cliquer sur MedNetU pour télécharger les exercices sur l'induction mathématique. Et merci.